3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans ce sprint final de l'année 2022. Je suis ravi d'accueillir Véronique Riche-Flores. Bonsoir Véronique. Bonsoir Grégoire. Économiste indépendante et présidente de RF Research. Florian Yelpo est avec nous également. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la macro au sein de l'équipe de multigestion de Lombard Odier IM. Et Mabrouk Chetouane avec nous également en plateau. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM. La Banque du Japon bouge. Je le disais, Véronique, c'est pas tous les jours qu'on peut écrire que la Banque du Japon bouge dans un sens différent de celui d'un assouplissement monétaire supplémentaire. Puisque quand on regarde la réaction de marché sur les taux 10 ans japonais, sur le yen, price action est plutôt dans l'idée d'un durcissement. C'est dur de parler d'un durcissement monétaire quand on parle de la Banque du Japon, mais en tout cas, c'est un bouger un peu différent de ceux dont on a l'habitude de la part de la Banque du Japon. Incontestablement, puisque effectivement, la Banque du Japon cède finalement à certaines pressions et à cet environnement inflationniste qui sans doute commence à poser question aussi au Japon. Et donc, elle élargit les bornes de fluctuation de 50 points de base au-dessus, en dessous. Donc, ça veut dire que les taux longs à 10 ans peuvent monter jusqu'à 50 points de base, qu'ils n'ont pas manqué de faire, comme vous le rappeliez, dès le début, immédiatement à l'annonce. Alors, est-ce une surprise? Incontestablement, aujourd'hui, oui. Maintenant, il était extrêmement difficile d'imaginer que la Banque du Japon échappe à un changement de politique monétaire dans l'environnement dans lequel on est. Tout le monde suspectait que finalement ce serait une grande surprise, qu'elle ne préviendrait personne et que ça viendrait, voilà, comme ce matin. Donc la surprise est là. Maintenant, c'est vrai que ces dernières semaines, enfin c'est un peu plus ces 2 derniers mois, disons, les marchés étaient plutôt dans une logique. On a des banques centrales qui vont ralentir la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, peut-être même en zone euro. Et alors même si ceci a été un petit peu, si ces hypothèses ont été un petit peu secouées, et dans cette hypothèse-là, il y avait peut-être une chance que finalement la Banque du Japon n'ait même pas besoin de bouger. En fait, elle pouvait peut-être passer à travers les mailles du filet. On se projetait, si elle faisait rien cette fin d'année, on se projetait en février, mars, et peut-être là on aurait eu des signaux d'assouplissement ailleurs, ce qui fait qu'elle pouvait ne rien faire. Bon, en l'occurrence c'est plus compliqué. Je pense qu'effectivement la Banque du Japon a du mal à supporter un yen aussi faible qu'il l'a été. Le yen était jusqu'à 150, quasiment. 150 chérit les importations. On a quand même une inflation, y compris des composantes sous-jacentes et des croissances de salaire qui sont, qui peuvent laisser penser qu'il y a quand même plus d'inflation que traditionnellement dans ce pays. Et que, par ailleurs, la faiblesse du yen n'est pas aussi bénéfique que ça. Finalement, le yen a tellement baissé que ça a un impact aussi sur la région. Et on sait que c'est une région où les imbrications commerciales font que les fortes variations de taux de change sont quand même souvent créent souvent des effets boomerang. Et donc il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a, mais surtout, je pense, de renchérissement dans un contexte où les prix des matières premières restent élevés. On a eu finalement une belle décrue tout au long de l'année des prix des matières premières. Et puis ces derniers mois, ça se tend. Le pétrole est encore à 80, alors le Brent à $80. Et le risque, c'est peut-être qu'on ait une petite impulsion à la hausse compte tenu des espoirs de réouverture de la Chine, etc. Donc, bon, voilà. La question, est-ce que maintenant ils vont passer à l'acte? Est-ce qu'à horizon 2023, on aura quelques dixièmes de points de base de variation des taux directeurs? Je pense. En tout cas, c'est dans nos prévisions, effectivement. Mais c'est vrai que nous, on a des anticipations sur la Fed et la BCE qui sont un petit peu au-dessus du consensus. Donc, forcément, à un moment donné, on a... En cohérence, c'est logique qu'on sorte des taux directeurs négatifs, toujours, au Japon. Oui, voilà. Et donc, on revient à 0,1. Donc c'est bien une décision qui va dans le sens, alors j'allais dire, d'une moindre accommodation monétaire. Il ne faut pas se leurrer, parce que Kuroda nous dit que ce n'est pas une hausse de taux, en fait, c'est un ajustement technique, quoi. Mais c'est bien une décision qui ouvre la voie à un possible ajustement des taux directeurs. Il nous l'avait dit d'ailleurs, il nous avait dit le jour où on élargira les bandes, ce sera un signal fort. Donc là, il nous dit, bon, on ouvre les bandes, mais ce n'est pas un signal du tout. Bon, non, oui, c'est un signal incontestablement, et je pense que ça annonce des changements graduels, mais des changements dans la direction d'une hausse possible des taux d'intérêt. À ce stade, c'est une mesure officiellement destinée à renforcer la soutenabilité de la politique d'assouplissement monétaire au Japon. Il y a un risque inflationniste aujourd'hui au Japon, Mabrouk ?
Le problème, c'est que quand on est dans une économie où on a structurellement connu depuis maintenant plusieurs décennies une inflation extrêmement basse, voire même des épisodes de déflation, dont on sait tous qu'ils sont très dangereux pour une économie, avoir un petit peu plus d'inflation, Véronique parlait effectivement de l'inflation sous-jacente, quand on purge des composantes volatiles qui talonnent les 2%, au fond, c'est pas dramatique. C'est d'autant moins dramatique finalement quand on sait que le ratio dette sur PIB qui atteint des sommets absolument pharaoniques au Japon, finalement aurait peut-être besoin d'un petit peu d'inflation finalement pour pouvoir diminuer. Maintenant, la question qui se pose, au-delà du mouvement, au-delà de la surprise, finalement, la surprise n'est pas vraiment une surprise puisque c'est toujours comme ça que la BOJ intervient. L'idée d'une forward guidance, etc., ils l'ont jamais appliqué et les interventions sur le marché des changes qu'on a connues au mois de septembre étaient également dans ce registre-là exactement. Donc finalement, aujourd'hui, la question, nous, qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on gère finalement un durcissement de la politique monétaire dans un contexte où finalement, d'une part, certes, la Banque centrale détient une grosse partie des encours effectivement de la dette d'État japonaise, mais il n'y a pas que la Banque centrale. Il y a une partie évidemment des résidents japonais qui la détient. Et comment on fait finalement pour lisser un peu l'impact des moins-values qui vont se matérialiser? D'autant plus que ces détenteurs de dette japonaises sont les retraités, principalement. Donc là, finalement, ça va poser un petit problème qu'il va falloir effectivement traiter de nouveau. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller très loin dans le durcissement de la politique monétaire? Est-ce qu'on va pouvoir effectivement, est-ce qu'on va devoir faire intervenir l'État, ce qui serait évidemment contre-productif par ailleurs? Donc, bref, donc en gros, cette remontée des taux d'intérêt, enfin cette normalisation, ce début de normalisation des taux d'intérêt au Japon, c'est une bonne chose, peut-être. En tout cas, on verra. On s'aligne finalement sur un cosme où on avait quelques doutes. Enfin, ceux qui avaient quelques doutes sur la tendance des remontées des taux, on aura l'occasion d'en discuter sans doute, effectivement, on voit que même la banque centrale la plus accommodante, entre guillemets, du monde, cède finalement à la pression de la remontée des taux. Alors elle cède pour d'autres facteurs, ça a été mentionné, le yen par ailleurs, mais globalement, finalement, ça va poser quelques questions. Et 2023, ça va être une année, effectivement, un peu soit de la confirmation de cette nouvelle tendance de remontée des taux, ou alors finalement, on a juste un effet technique de normalisation, on élargit les bandes de fluctuation, et on s'arrêtera là. Bon, à ce stade, effectivement, il y a quelques risques potentiels de revoir l'inflation, effectivement, se maintenir, mais de là finalement à voir celle-ci s'accélérer davantage au Japon, ça me paraît effectivement un peu trop tôt pour le dire. Donc au fond, finalement, on utilise cette fenêtre. Je pense que c'est la lecture qu'il faut avoir. Cette fenêtre d'ajustement pour pouvoir peut-être normaliser et arrêter finalement et réduire l'inflation du bilan, parce que globalement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en parallèle de cette décision d'élargir la bande de fluctuation, ils ont acheté encore un peu plus. Non mais voilà. Mais globalement, ils sont quand même les mains liées en fait dans une politique de fuite en avant. Donc l'idée, en fait, je pense aujourd'hui, c'était de retrouver un peu de latitude au niveau du bilan. Le bilan ne fait que grossir de toutes les façons. Alors il a un peu diminué pour des raisons techniques là encore au cours de ces derniers mois, mais globalement c'est une fuite en avant et il faut stopper cette fuite en avant. Florian, vos commentaires sur ce qui apparaît quand même petite capitulation quand même de la Banque du Japon ce matin. Je pense que le Japon n'a pas vraiment le même problème d'inflation qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis, au sens où la dépense fiscale qui a été mise sur la table au moment de 2020 et 2021 est quasiment, je dirais, un quart de ce qui a été fait aux États-Unis et notamment en Grande-Bretagne. Donc on est loin d'avoir une véritable inflation par la demande. Maintenant, ce qui fait beaucoup du price action, de l'évolution des cours d'échange, aujourd'hui, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire qu'au moment où la Fed commence à montrer un peu de modération et que la BCE commence à devenir agressive, on voit l'euro qui se met à monter de la même façon que la situation sur le yen était relativement la même. Donc il faut être capable de relâcher un petit peu de pression pour laisser le yen s'apprécier parce que, mine de rien, ils ont importé beaucoup d'inflation. Donc au bout d'un moment, inflation énergétique plus inflation importée par l'échange, ça devient vite un petit peu... Oui, ça fait 7 mois que l'inflation est au-dessus de la cible au Japon. Oui. Après, c'est une banque centrale qui cherche l'inflation. Ça fait des années qu'ils tentent d'obtenir avec les QE1, QE2, QE3, QQE. Enfin, le nombre d'acronymes qui ont été déployés, il est plus toutes les flèches tirées par les gouvernements. C'est pas faux. Après, si j'ose sur la partie purement obligataire, à ce stade, c'est plus un problème de trader qu'un problème de portfolio manager. C'est-à-dire que, oui, on a eu un gros assèchement de liquidité au cours de la nuit. L'order book s'est vidé, c'est une évidence. On a vite tapé les bandes, en fait, parce que simplement,
et voilà, une partie de l'ordre book s'est retirée quasiment instantanément, disons très rapidement, malheureusement pour ceux qui ne se sont pas retirés instantanément. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, si on regarde la performance des obligations depuis le début de l'année au Japon, en Europe, aux États-Unis, on est à -15. Au Japon, on est à -2. Pour montrer quand même jusqu'où la Banque du Japon est allée dans l'emprise qu'elle a aujourd'hui sur son marché obligataire, pour la première fois de l'histoire, au mois d'octobre, il y a eu 4 journées, 4 séances consécutives où aucune obligation japonaise cash n'a été traitée. On parle d'un marché de 10, 15 trillions de dollars peut-être. Oui, c'est clair. Ça, c'est un problème de liquidité, encore une fois. C'est plus un problème de trader qu'un problème de portfolio manager. Un portfolio manager, aujourd'hui, il est capable d'acheter des futurs sur ces obligations-là. Il sera servi, il sera exposé à l'évolution du prix de ces obligations-là. Il faut bien distinguer ces deux problématiques. On a toujours dans nos books une exposition à ces obligations-là. Et en fait, cette année, on est extrêmement content de les avoir. Dans le monde des marchés globaux, on peut imaginer quand même, parce que effectivement, le bouger de la Banque du Japon est marginal, mais on sait quand même que c'est une banque centrale qui pourvoit encore énormément de liquidités au marché japonais, mais aux marchés globaux. On a vu quand même par mimétisme des taux longs remonter un peu partout. Alors il y a beaucoup d'effets qui s'entremêlent aujourd'hui, mais sur la séance du jour, on peut imaginer que c'est quand même la Banque du Japon qui donne l'étincelle. Et puis sur le yen, devise la plus liquide au monde, une des devises les plus liquides au monde, où s'accumulent des positions de carry spectaculaires. Pour les marchés globaux, ça peut avoir des impacts et des conséquences, ce bouger de la Banque du Japon. Alors, je tire ça de l'une des discussions avec mes collègues. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ce qui se passe également, c'est qu'il y a un arbitrage qui se met en place entre la détention d'obligations japonaises et la détention d'obligations étrangères hedgées en yens. Et du coup, quand on commence à faire monter les taux sur les obligations japonaises, on les rend plus attractifs, et au contraire, on diminue l'attractivité. Alors, les porteurs d'obligations au Japon portent pas mal d'obligations australiennes. On a vu les taux australiens bouger quasiment avec un fort mimétisme, de mémoire, à 14-15 points de base sur la séance, ce qui est quand même assez impressionnant. Et on m'a fait savoir également qu'ils détiennent aux alentours de 12% de dette française, d'OAT. Les Japonais. Les Japonais. Il peut y avoir des effets de second tour, des effets d'arbitrage, disons, entre les taux remontent un petit peu, du coup je vais commencer à arbitrer tout en couvrant mon risque de change. Non, le Japon, ça reste quand même une banque centrale systémique. Il ne faut pas l'oublier, la BOE ne l'est pas. Le Japon, oui, le Japon est une banque centrale systémique. Ouais. D'accord avec ça, Véronique, je vous vois acquiescer. Est-ce que dans la zone asiatique, alors le Japon n'est pas un pays émergent, mais il y a beaucoup de pays émergents autour du Japon, dans la zone asiatique, ça soulage un peu de voir le yen arrêter de baisser comme il a pu baisser tout au long de cette année. Le yen a dû perdre, 30-40% face au dollar cette année. Ça devrait soulager. Ça devrait soulager. Ça devrait soulager, effectivement, parce que, oui, les pays voisins ont beaucoup souffert, la Corée, etc. Enfin, c'est des pays, quand même, où la compétition est très rude, et où les marges, le maintien des marges est souvent... donc, ça devrait le faire. Après, dans la lecture plus globale, je pense que quand même la Banque du Japon a été regardée depuis combien d'années, même aux États-Unis finalement. Je me rappelle je crois que c'était Janet Yellen qui nous disait on analyse ce qui a été fait au Japon. Alors c'était dans un contexte inverse. C'est un cas d'école, quoi. Mais c'était le cas d'école qui avait X années d'avance, etc. Personne n'aurait imaginé, ou n'imagine d'ailleurs toujours, la japonisation que le de l'Europe puisse sortir de sa déflation chronique, structurelle, liée au vieillissement, à tout un tas de choses. Donc c'est quand même un laboratoire qu'on observe et c'est vrai que ça peut donner de l'importance ou en tout cas interroger davantage sur ce mouvement de la Banque centrale en disant si même eux ils arrivent à bouger, c'est qu'il y a quand même potentiellement plus d'inflation dans le tuyau. Après on verra bien, mais je pense que ça joue effectivement par ramification avec compte tenu de ce qu'on a regardé, observé du Japon et du modèle que ça a pu représenter ces dernières années. Donc, même si la Banque du Japon doit s'ajuster à ces pressions inflationnistes, Mabrouk, ça justifie que la Banque Centrale Européenne soit aussi méchante ? Quand je dis méchante, je m'explique. Ce n'est pas les 50 points de base délivrés la semaine dernière qui sont agressifs. C'est la manière dont Christine Lagarde s'est emparée de la communication à la tête de la BCE pour signaler, il peut y avoir un signal politique, signaler qu'il y aura encore du 50 points de base, pas une fois, sans doute 2 fois, et peut-être même encore 3 fois. Au début de l'année 2023. Multiple times.
Multiple times. Alors, avait-elle besoin d'être aussi méchante Pour reprendre Agressive. C'est Pour reprendre vos propos. J'assume le mot Alors, méchant, mais À mon sens, et alors on peut encore débattre, mais la décision a été prise de remonter de 50 points de base effectivement le taux d'intérêt directeur. Compte tenu effectivement des tensions inflationnistes qui règnent encore en zone euro, qui sont très fortes, 75 points de base aurait été de bon ton. Et même si globalement la Fed a décidé de ne faire que 50 points de base, il n'est pas entre guillemets absurde de voir une banque centrale piloter sa politique monétaire en fonction des tensions inflationnistes qui règnent au sein de sa zone. Et en fonction aussi également, il faut quand même le rappeler, on a un euro qui était un petit peu faible. Remettre effectivement un peu plus de taux d'intérêt directeur à ce stade n'aurait pas été finalement une mauvaise décision. Donc finalement, pour moi, la surprise vient également de la communication, je vais commenter dans quelques secondes, mais vient surtout de la décision. Alors, bon, le QT, on va évacuer le sujet tout de suite, il est homéopathique, il faut dire clairement les réduction choses. du bilan, ça commence en mars, à dose très graduelle, Donc, et on s'ajuste à partir de juillet. 15 milliards à partir du mois de mars, c'est ça, 15 milliards à partir du mois de mars, c'est complètement homéopathique quand on regarde juste la taille des retombées, des tombées en fait, qui sont programmés au titre des 4 premiers plans, je parle même pas du PEPP, qui ont été implémentés depuis 2015. Donc c'est 340 milliards de dollars, d'euros, et on fait seulement 15 milliards jusqu'au mois de juin, et on doublera peut-être, à la limite, à partir du mois de juillet. Je note qu'ils ont le bon ton de ne pas commencer dès le mois de janvier, quand on sait que les émissions obligataires souveraines sont très importantes sur les premiers mois de l'année. D'une part. Et d'autre part, encore une fois, la BCE ne sera pas absente du marché. Elle va continuer finalement. Donc ça, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. On entend beaucoup de commentaires en disant année effectivement encore record en matière d'émissions. Comment vont faire les États pour se financer? La BCE est toujours là. Donc ça c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Donc la communication effectivement était un peu surprenante, puisque là, Christine Lagarde était déterminée à dire attention, les taux vont monter. Et en fait, pour moi, ça répond à une aberration en fait qu'on avait constatée sur les marchés. C'est qu'on avait des taux réels qui étaient repassés en territoire négatif. Et ça, à un moment donné, quand on voit les taux réels américains qui commençaient à baisser, et c'était normal finalement de voir les taux réels comme passer de 160 points de base aux US à 130, c'est effectivement ça, on embrasse... À ce stade, c'est cohérent. On embrasse le mouvement de la Fed. Tout va bien, tout est cohérent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont cohérentes aux États-Unis. Et on avait des taux d'intérêt réels en Europe qui étaient à moins 10, moins 20. Incohérence totale. Les anticipations d'inflation, il n'y a pas de raison qu'elles bougent. Elles ont d'ailleurs un petit peu baissé. Bon, ça contribue effectivement à cette baisse. Mais les taux longs étaient beaucoup trop bas à ce stade, effectivement, et ça questionnait la crédibilité finalement de l'institution. Donc il a fallu à un moment donné taper du poing sur la table en disant, écoutez, si vous pensez qu'on peut lutter contre une inflation, certes, dont une partie n'est pas originaire de la demande, c'est vrai, mais une inflation dont on ne sait pas finalement, on n'a pas la certitude qu'elle a emprunté cette inflation négative comme aux États-Unis, puisque nous, on n'est pas à l'abri de voir un retour de flamme, on est obligé de continuer à monter les taux d'intérêt. Tant qu'on ne sait pas, on continue de taper, quoi. À un moment donné, dans le doute, j'ai envie de dire, oui, et puis non, mais on sait globalement, on a de bonnes raisons de penser que l'inflation va continuer de monter au début de l'année prochaine. Et donc, in fine, ça c'est juste la partie, entre guillemets, où on a le plus de certitude. La seconde partie, on en parlait justement avant le début de cette émission, c'est quid finalement de possibles effets de second tour. Certes, très limité en Europe, il est possible, mais c'est tout à fait... On va dire, c'est peu probable. Mais si jamais ça venait à se matérialiser, dans ce cas-là, on critiquerait de nouveau la Banque Centrale Européenne pour une inaction, etc. Bon, à un moment donné, soit on remonte les taux, on va dire, dans le laps de temps qui lui est imparti, c'est-à-dire le premier trimestre, elle n'a pas le choix, elle doit monter ses taux de manière, on va dire, assez ferme, soit elle give up, elle abandonne tout de suite. Donc, effectivement, ce qu'elle n'a pas fait, donc elle a dit, je continue de monter les taux sur au moins les 2 prochains meetings. 100 points de base de hausse de taux, c'est... Et peut-être celui encore d'après. Oui, non, voilà, mais le peut-être, ça, dans la bouche d'un banquier central, ça veut dire n'importe quoi. Ouais. Mais 100 points de base, c'est tout à fait acceptable. Véronique. L'erreur, il me semble qu'elle était au précédent meeting, en fait. Parce que c'est lors du précédent meeting qu'elle a ouvert en disant la BCE considère qu'elle a fait un grand pas vers la normalisation. Des progrès substantiels. Progrès substantiels, etc. C'est à ce moment-là, nous, on avait titré la BCE pivote avant la Fed, ou je ne sais plus, enfin voilà mon mot. Et c'est là qu'elle avait quand même surpris. Je pense qu'il y avait un degré d'anxiété économique qui n'avait pas grand-chose à voir avec la situation présente. On était en pleine crise britannique, hein.
On était en pleine crise des LDI Juste britanniques après, aussi. Ah, oui, effectivement, il y avait le risque euro, il y avait un tas de choses. Mais, et puis là, on voit une banque centrale qui, rattrapée avec une économie mince, ça tient encore. Hein. Et l'inflation, ben oui, tient aussi. Et du coup, on rétropédale et on devient beaucoup plus agressif par rapport aux attentes. Après... je pense fondamentalement que stopper la hausse des taux ou laisser envisager qu'on laisserait les taux d'intérêt à leur niveau actuel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens avec une inflation ou une croissance nominale du PIB qui va être là où elle sort, enfin autant qu'on puisse estimer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, là il y a une marge. Mais donc je pense qu'effectivement il est dans la... de toute façon c'est les gènes de la BCE. On voit bien que en Allemagne, en Finlande, ils commencent, ils grimpent au rideau quand même. Donc, donc elle n'a pas trop le choix. Et effectivement, on veut ralentir la croissance. En tout cas, on veut certainement pas être tenu pour responsable d'une économie qui repartirait parce qu'on n'aurait pas assez bridé la conjoncture. Mais il n'est pas impossible que la croissance reparte pendant quelques mois en début d'année. C'est peut-être une histoire de 3 mois, peut-être 2 d'ailleurs, mais c'est ça qu'elle veut absolument pas observer. Donc elle prend les devants et... Il y a un point, la Fed a attendu. Non, mais juste, la Fed a attendu quand même beaucoup plus longtemps et d'avoir une économie beaucoup plus en surchauffe quand même. Nous, je veux dire, à peine normalisée. La demande est à peine normalisée par rapport à la référence du 4e trimestre 2019. Mais on a une BCE qui reste une BCE droite dans ses bottes et qui n'a pas du tout changé. Ouais. Enfin, je pense que les messages particulièrement le dernier, nous rappellent ça, avec la pression politique. Ce que font les gouvernements. Là aussi, ça j'entends. Il faut mettre un verrou, une contrainte budgétaire là. Au gouverneur. Et particulièrement, y compris de l'Allemagne, alors que c'est l'Allemagne quand même qui ouvre les vannes et on sait pourquoi. Donc, je pense que là, il y a une volonté effectivement de rappeler à l'ordre les gouvernements. Florian, donc sur la Banque Centrale Européenne, on se retrouve dans une situation où, je parle de la séquence début 2023, la BCE va être plus hawkish, plus agressive que la Fed. On a parlé de la Banque du Japon auparavant. C'est-à-dire que toute l'idée du pic hawkishness global des banques centrales, qui était un peu le point d'ancrage de cette fin d'année 2022, tout se fragilise à nouveau. Vous l'avez écrit, elle est très bien formulée. D'ailleurs, je me suis permis de le reprendre. La BCE avait besoin de son Jackson Hole moment. Voilà, c'est ça. La BCE s'est payé son Jackson Hole moment, c'est-à-dire le moment où Powell avait annoncé qu'il était là pour détruire l'inflation et pour ne faire que ça et rien d'autre que ça. C'était un moment assez fort, quoi, politiquement parlant. Comment on fait ça ? Juste pour revenir sur ce que disait Mabrouk, qui est très juste, et la mécanique, en tout cas telle qu'on la comprend, c'est celle des taux réels. Encore une fois, c'est que on monte les taux courts en espérant que les taux réels plus longs se mettent à monter. Alors aux États-Unis, ils ont atteint à peu près, on va dire 140, 150 points de base. C'est juste en dessous de la croissance réelle potentielle. Donc quelque part, c'est ce qui fait que tous les projets d'investissement combinés à long terme, ils devraient à peu près avoir, on va dire 2% de rendement à long terme réel. Et on met les taux réels juste à peu près au même niveau pour les rendre plus rentables, tout simplement, ralentir l'investissement et ralentir l'économie profondément. C'est comme ça que ça fonctionne de ce qu'on en comprend. La BCE ne l'avait pas encore fait. La BCE, effectivement, elle a été prudente avec la crise du LDI en Grande-Bretagne. On a vu des taux réels positifs, puis on est revenu sur des taux réels négatifs. Et comme on le disait tous, ça n'a aucun sens vis-à-vis de l'inflation core et l'inflation headline, donc l'inflation globale à laquelle on est confronté. On a besoin d'avoir un taux réel à peu près en ligne avec la croissance de long terme. C'est quoi une croissance de long terme ? C'est 0,5% à peu près, selon le FMI. Disons, on peut débattre à ce sujet-là, mais on est très proche, quoi. On est exactement au bon endroit. Il faut juste maintenir ce niveau-là suffisamment longtemps pour détruire l'investissement, détruire l'économie et progressivement ralentir. Donc on va casser un cycle d'investissement qu'on n'a jamais eu en Europe. Non, mais c'est la médecine pour l'instant qu'on connaisse à ce stade-là. J'entends bien. On ne peut pas réfléchir autrement qu'avec ces outils de banque centrale qui paraissent assez rustiques. C'est peut-être pire que ça. C'est qu'en plus, comme on en a déjà parlé, comme en 81, la plupart des gouvernements ont commencé à penser à des plans de relance pour protéger les consommateurs de leurs pays respectifs. Comme Reagan avait déployé un plan de 300 milliards, un républicain dans les années 80 déployait un plan de relance en plein resserrement monétaire. Donc c'est une tentation naturelle. On est déjà passé par là, on va y repasser. Ça va être une longue confrontation.
avec un peu de chance, c'est ce qui va nous permettre d'arriver, on parlera peut-être de 2023, ce qui va peut-être nous permettre d'arriver justement sur ce soft landing, c'est-à-dire qu'on tire des deux côtés en même temps, l'État qui stimule, la Banque centrale qui ralentit, et on va arriver juste à suffisamment de ralentissement pour arriver à éliminer cette inflation dans la douceur. On n'a jamais réussi à faire ça historiquement. Alors, Mabrouk, Le point le plus important, c'est qu'il y a des buffers, il y a des espèces d'amortisseurs en fait qui existent de part et d'autre de l'Atlantique, qui font qu'aujourd'hui les banquiers centraux se rendent compte que la situation n'est pas si catastrophique que ça sur le plan du cycle. Et en fait, on a tous acheté à un moment donné, en tout cas le marché le premier, la récession, oui. expliquant effectivement Oui. la décrue des taux. Erreur, effectivement, de nouveau, il y a récession. Pas si forte en tout cas et pas si catastrophique que l'on entend, y compris en Europe. En Europe, effectivement, alors le problème qu'on a, c'est que de nouveau l'Allemagne se lance dans un plan de soutien à son économie qui est assez substantiel, mais solo. C'est-à-dire qu'en gros, on sait bien que les plans qui fonctionnent, c'est les plans coordonnés. À l'échelle européenne, ça produit un effet maximal. La Banque centrale n'entend pas de cette oreille. Pourquoi ? Puisque ça génère de nouveau de l'inflation. Et donc, ça déséquilibre encore, finalement, certains équilibres macroéconomiques. Donc, on va avoir effectivement une bataille qui va être un peu entre les institutions européennes pour savoir, finalement, qui va l'emporter. Aux États-Unis, l'excess saving, l'excès d'épargne qui a été emmagasiné, effectivement, commence à être utilisé à des fins de consommation. On le voit, c'est dans les papiers, effectivement, c'est dans les notes de la Fed. Et donc, la Fed se dit, la demande n'est pas encore complètement euthanasiée, effectivement, par les augmentations de taux d'intérêt. Ça va se produire quelque part en 2023. Et le soft landing ou le shallow recession, c'est globalement une espèce soft landing, récession, on va dire, de magnitude relativement faible. C'est deux choses qui sont compatibles en quelque sorte et compatibles avec le process des banquiers centraux maintenant. Donc tout va bien en fait. Je suis plus confiant dans le pragmatisme de la Fed, qui saura pivoter quand le moment sera le bon. J'ai plus de mal, encore une fois, avec le logiciel politique qui habite à nouveau la Banque centrale européenne, très dur depuis quelques mois, Véronique. Et encore une fois, au-delà des prochaines décisions, quand on a vu le coût économique des erreurs de politique monétaire, à commencer par celle de 2011, enfin, je veux dire, qui nous fait perdre 10 ans en matière d'investissement, en matière de dynamique de demande intérieure pour la zone euro, j'ai l'impression que tout se remet en place de la même manière. Oui, mais encore, vous êtes bien gentil de citer 2011, parce qu'avant 2011, il y avait la première décennie de vie de la zone euro où on avait, on avait chiffré, nous, l'impact négatif du retard systématique de la politique monétaire. Donc ça a été désastreux, et sans compter les effets sur la devise qui ont... Donc oui. Après, la Banque centrale va vous dire, mais nous, on est dans notre rôle, nous, on a... J'entends. Nos statuts. Mais... C'est vous qui nous avez donné ces statuts. Donc, est-ce qu'il faut remettre en cause... Moi, mon opinion fondamentale, c'est que les banques centrales vont énormément souffrir à terme parce qu'elles auront perdu toute crédibilité. Et qu'on reprendra avec un peu de distance les erreurs du quantitative easing à n'en plus finir et de ces excès de liquidité qui ont donné lieu à l'inflation et peut-être leur incompétence quant à lutter efficacement contre l'inflation. Donc, les banques centrales, mais ce sera plus tard qu'on mettra en question sans doute leur influence, leur importance, le pouvoir, la concentration du pouvoir qu'elles ont. Il nous faudrait effectivement un policy mix. On a bien été un foutu en zone euro. Alors déjà, on peut constater que dans les pays où il n'y a pas d'union monétaire, où il n'y a qu'un seul pays, un seul gouvernement, enfin une banque centrale, un gouvernement, c'est pas toujours très, très lisse et très cohérent. Mais là, en zone euro, c'est un exercice, effectivement. Je pense que ça a toujours été la faiblesse de cette union monétaire, et ça le reste, et en période de crise, eh bien, on ne peut déplorer effectivement que ça ait des effets d'autant plus négatifs. Dommage, on avait trouvé dans le Covid une forme de coordination un peu nouvelle et une vitesse de réaction assez nouvelle. Parce qu'on était face à une crise extrêmement exceptionnelle. Alors, je vais le dire quand même, si la guerre et si Poutine recommençaient à faire très peur à un moment donné, peut-être qu'on retrouverait cette coordination, cette capacité à se mettre ensemble et à réfléchir ensemble. Mais on voit que dès que les risques extrêmes s'écartent un petit peu, finalement, on revient dans la trajectoire et dans ce rôle qu'a la Banque centrale. La Banque centrale, finalement, quand on compare à ses statuts, on ne peut rien reprocher à ce qu'elle fait. Non, bien sûr. On peut dire qu'ils sont très en retard, parce que là, on a une inflation à 10%. Donc... Et on a déjà mais c'est un sujet politique, in fine.
Pardon, Véronique. C'est un sujet politique, Ah oui, oui. mais voilà. Florian. Les 2 premiers trimestres de 2008, la BCE est toujours en train de monter les taux et oui. Trichet a accompli Oui. sa dernière hausse de taux à la fin de l'été. Juillet 2008. Souvenez-vous de ça. Simplement, ils sont Et là, tout le monde était en crise. Là où on a beaucoup perdu, c'est la crise des dettes souveraines. Oui. Où là, on perd beaucoup plus quand même de terrain face aux États-Unis sur la décennie qui suit, quoi. Oui, bien sûr. Mais alors, peut-être pour venir un peu plus sur le débat du soft landing, c'est l'un des éléments qui pourrait empêcher ce soft landing, c'est que on ait un suffisamment grand nombre de zones économiques qui rentrent en récession. La Chine, ça reste économiquement compliqué. Avec le Congrès, on devrait avoir des signes d'amélioration, mais dans les chiffres, en tout cas, on ne les a pas encore. Les États-Unis sont sur la voie de la décélération. Qu'on y voit une récession ou pas, on peut tous se mettre d'accord sur la décélération. La zone euro résiste encore. Elle est surprenamment résistante. Si la Banque centrale commence à monter les taux réels restent positifs pendant 6 mois, on va se retrouver à l'été 2023 et on aura les États-Unis qui auront ralenti, la Chine peut-être qui aura rebondi et la partie zone euro qui rentrera en récession à ce moment-là. Bon, on a déjà connu ça de notre vivant. Est-ce qu'on pourrait avoir un bis repetita ? Pour moi, c'est l'un des risques majeurs au soft landing. Ah oui, j'entends. Et la Chine, c'est encore un gros point d'interrogation pour vous, enfin, la séquence de réouverture sanitaire et les effets qui vont être produits par cette séquence de réouverture, c'est encore flou. Alors, il y a 2 éléments. Il y a la partie données. Ce qu'on a collecté en termes de données au cours du mois est très mauvais, surprenamment très mauvais. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, politiquement, ce qu'on voit, et en termes de politique monétaire aussi, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie PBOC, la partie banque centrale, ça, c'est très positif. Alors, combien de temps ça va prendre ? La Chine avait rebondi plus ou moins au 2e trimestre 2008, à l'époque, poussant les prix du pétrole à la hausse. Si vous vous souvenez bien, il y avait un changement de paradigme sur les prix du pétrole, il paraît. Ça s'est vite arrêté, ce paradigme-là. Mais disons qu'on tente de balancer les 2 éléments. Aujourd'hui, par contre, pour ce qui est de l'investissement, on a des PER qui sont aux alentours de 10-11 sur les actions chinoises. Des taux qui sont très bas et un retard, disons, historique du PE sur les taux d'environ 6 mois. Donc, quelque part, sur la partie émergente, on est plus confiant que sur la partie développée. Il y a une opportunité d'investissement à saisir, là, ne serait-ce qu'avec un rattrapage de valorisation de ces actifs-là. Si on achète l'aspect narratif du Congrès qu'on a eu récemment. On a rentré effectivement. Ouais, Véronique, pardon. Véronique. il y a l'aspect narratif, il y a aussi le fait que l'assouplissement de la politique sanitaire va finir quand même par se concrétiser. Alors il y a une grande incertitude là immédiate parce que les cas quand même de Covid se multiplient, 11 morts, on ne devrait pas sourire, mais ça fait quand même Juste pour la sourire, petite anecdote, c'est des équipes d'investissement qui ont évidemment des contacts sur place en Chine, mais comme vous tous, qui m'accordent. Il y a tellement de cas Covid, quasiment 100% dans les équipes à Pékin, que la politique oblige les infectés à aller travailler alors que les non-infectés restent isolés. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus d'infectés que de non-infectés qu'on préfère que les infectés aillent travailler et que les non-infectés restent isolés chez eux. Donc, du coup, vous êtes dans une situation sanitaire qui est assez imprévisible et ça pourrait tourner très mal, en réalité, à brève échéance. Après, si on prend un scénario un peu plus soft, en se disant finalement c'est un variant peut-être comme ceux qu'on a eu en Europe et un peu moins virulent, donc voilà, dans 2 mois, on commence à y voir un peu plus clair, la vie reprend son cours et qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même de la place pour un rattrapage. Quoi qu'il en soit, des fondamentaux absolument pourris du pays, et je ne mâche pas mes mots. Même dans le secteur automobile, qui s'est plutôt bien comporté en Chine, il y a eu un rattrapage des ventes en 2023 qui est assez spectaculaire. Bon, en moyenne, sur les 3 dernières années, on est quand même très en deçà du niveau d'équilibre de marché. Donc il y a effectivement des chances de rattrapage qui peuvent paraître spectaculaires à un moment donné. Enfin, en tout cas suffisamment forte pour créer et moi je redoute ça, une dynamique comme on l'a vu un peu début novembre à la hausse des prix des matières premières qui là viennent rattraper les banquiers centraux, notamment la BCE et fassent que cela aille
trop loin dans le resserrement monétaire. Donc finalement, il y aura un appel d'air chinois, l'Allemagne, tout d'un coup, regain d'optimisme, et on a un peu de regain aussi de demande en Europe. La baisse de l'inflation et les moindres tensions énergétiques font qu'il y a un potentiel de rattrapage. Il existe, il n'est pas faramineux et je ne suis pas outre mesure optimiste, mais il existe et il pourrait se concentrer pendant les 2-3 prochains mois. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un regain de sentiment de risque d'inflation qui peut faire mal en termes de politique monétaire. Ouais. Il y a juste 2 points sur lesquels vraiment j'aimerais revenir. Sur les émergents, effectivement, on a aujourd'hui une surprise côté émergent, c'est que ça ne reprend pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont vraiment, les actifs émergents sont toujours, on va dire, assez sous-cotés, assez dévalorisés, compte tenu de plein de facteurs positifs par ailleurs qui arrivent. On a beaucoup parlé de la Chine. Il y a un autre facteur qui est l'assouplissement, enfin, du moins le moindre durcissement de la politique monétaire aux États-Unis, et le facteur dollar également, qui est en train effectivement de perdre du terrain et qui devrait effectivement soutenir ces actifs. Donc effectivement, les actifs émergents sont à surveiller pour 2023. Et j'aimerais juste revenir 3 secondes sur la BCE, puisque je vais voler au secours de la BCE. Il y a un point... C'est votre obsession? Non, c'est aussi la mienne. Allez-y. Non, parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que pendant cette période, effectivement, où Madame Lagarde a été méchante, effectivement, où elle s'est montrée très dure avec son discours et sa politique monétaire, où les taux longs ont fortement corrigé à la hausse, il y a quelque chose qui n'a par ailleurs pas bougé, on a très peu, c'est l'écart entre le taux allemand et le taux italien. C'est quand même formidable de dire qu'effectivement, il y a un outil qui est sous silence parce que jamais utilisé, qui s'appelle le TPI, qui est une arme de destruction massive, effectivement, qui consiste à dire que si jamais il y a de la pression, effectivement, on intervient. Et ça, c'est un des enseignements. Il ne faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne est une banque centrale jeune. Même si elle bénéficie de l'expérience des banques centrales nationales, elle est toute jeune dans son exercice. Et c'est d'autant plus difficile de coordonner, effectivement, une union monétaire qui est si peu, on va dire, homogène. Donc c'est très compliqué, effectivement. Et elle dispose, malgré tout, d'outils qui lui permettraient, effectivement, d'intervenir en cas d'évolution adverse. On ne le souhaite pas, évidemment. Mais, et puis, il n'est pas non plus, comment dire... C'est pas dans son but également de créer des tensions de manière endogène. Non, je suis d'accord. Parce que ces tensions, elles sont apparues violemment depuis la semaine dernière. Oui, elles sont apparues violemment depuis la semaine dernière. Mais c'est bien qu'en fait, le marché a conclu finalement à la dissipation de ces tensions. Et c'est là finalement qu'il y avait une erreur peut-être en matière d'analyse de la politique monétaire concernant la BCE. Donc la BCE effectivement est dans son fait au mieux, entre guillemets. Il y a sans doute des erreurs, il y en a eu plein, et on se rappelle ce qui s'est passé, effectivement, même pendant la crise du Covid. Christine Lagarde qui déclare, je ne suis pas là pour sauver les spreads de crédit. Erreur, évidemment. Vite fait rattraper. Bah oui. Elle ne le redirait pas aujourd'hui, j'imagine, mais depuis la semaine dernière, ça s'écarte quand même, Oui, mais non, ça se normalise. En matière d'investissement, alors j'ai trouvé, il y a une bonne référence de marché, je trouve, sur du monétaire américain. À 1 an, on a un T-bills américain novembre 2023 qui procure 4,65% de rendement. Je me mets dans la tête d'un investisseur dollar, bien sûr, je mets l'effet de change de côté. Ça paraît déjà très intéressant. Est-ce qu'il y a mieux ? Eh bien, ça dépend du scénario pour 2023, j'ai envie de dire. Si on ça a l'air à toute épreuve, quand même, le novembre 2023 monétaire US. Ça a l'air pas mal. On peut peut-être faire mieux en cas de hard landing, parce que le côté duration, côté sensibilité taux sur les marchés obligataires, sur les 10 ans, on a repris quelques couleurs. C'est-à-dire qu'il y a du carry, effectivement, il y a du portage, mais en plus de ça, si les taux baissent de 1 ou 2%, parce qu'on rentre dans un moment économiquement plus difficile, c'est difficile d'échapper à ce moment-là à un moment donné. On imagine difficilement, en tout cas, que 2023, qu'on puisse traverser l'année sans qu'il y ait au moins 1 ou 2 trimestres où on se fasse au moins un petit peu peur. Pour nous, la duration, ça va commencer à payer, mais on n'a pas encore commencé à racheter ça pour l'instant. Pour l'instant, on a redéployé du cash, on a plutôt suivi le sentiment du marché, c'est-à-dire qu'on est plutôt du côté des actions, plutôt du côté des spreads de crédit pour le moment. On a encore 30% de cash dans nos solutions, donc c'est pas non plus... Donc vous n'êtes pas dans le mantra bond is back, parce qu'on n'entend que ça, obligataire... Alors, on y est à moitié, on y trempe un orteil, au sens où, pour nous, dans nos modèles de risque, le risque, la volatilité obligataire, pas la volatilité implicite, mais la volatilité réalisée, elle reste élevée par rapport à ce qu'on a pu voir historiquement. Donc pour des stratégies low vol, c'est compliqué de porter trop d'obligataires encore aujourd'hui. Pour l'instant, on se refuse à y aller.
Ah ouais. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc on est prêt pour le soft landing et on a avec un doigt sur la gâchette en cas de hard landing. Un mot sur les perspectives d'investissement, Véronique, là, qu'est-ce qui vous intéresse en 2023 Il y a deux choses. D'abord, effectivement, en début d'année, là, pour une fois, moi, j'aurais envie d'être un petit peu offensive. Ça ne m'arrive pas tous les 4 matins. Non. Donc il faut Non. et peut-être dans la logique régionale, surpondérer un petit peu l'Allemagne par rapport notamment à la France. Le marché français a plutôt bien surperformé depuis plus d'un an, l'Allemagne. Je pense que là, ce qui se profile, ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire quand même les choses vont mieux, les gros stress en Europe sont en train de retomber. L'IFO n'était pas mauvais en Allemagne. L'IFO n'était pas mauvais. Comme, on a eu le premier signal il y a 1 mois et demi avec le ZOO, les perspectives, et puis ça s'enchaîne, la confiance des ménages revient un petit peu. Le gouvernement allemand en met tellement sur la table de toute façon, donc ça marche très bien. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un peu de frilosité pour le coup des investisseurs à l'égard de ce thème allemand. Et c'est vrai que le modèle allemand, par ailleurs, est complètement à plat. Néanmoins, conjoncturellement, il peut y avoir quelque chose d'un peu sympathique et ce sera, dans ce cas, un peu plus cyclique que ce que tout le monde a envie de jouer en ce moment. Alors attention, il y a le contexte international, il y a notamment le marché américain qui est là pour nous rappeler à l'ordre quand même. Je pense que le marché européen a constitué une base qui permet d'évacuer le risque qu'on aille connaître de nouveaux plus bas. Donc là, on est plutôt en phase de correction. Je pense qu'il y aura peut-être des opportunités d'achat. Il ne faut pas en attendre. Il faut pas. On n'est pas sur des stratégies à 3 ans, mais à quelques mois peut-être. Voilà. Tout a un prix. Bon, Mabrouk, pour conclure rapidement, 1 minute. Brièvement, alors les actifs émergents, comme je le disais, notamment la dette émergente, parce qu'on sait que les banques centrales émergentes ont tendance à devancer effectivement le comportement de la Fed, pour des raisons qui leur sont internes, mais donc du coup mécaniquement leur marché obligataire peut en bénéficier, et donc par voie de conséquence nos portefeuilles également. Et dans ce que disait Florian également sur les parties américaines, étant donné que l'effet duration, effectivement l'effet taux va bénéficier en tout cas au marché obligataire, en tout cas à mon sens dès le début de l'année, les marchés anticipant effectivement le ralentissement de l'activité, par effet de cascade, là aussi le crédit court effectivement, donc la dette d'entreprise là aussi va bénéficier de cet effet duration, et on reviendra, il faut bien séquencer l'année 2023 en plusieurs phases, dans un deuxième temps effectivement sur le marché des actions. Mais d'abord effectivement le bond is back, oui c'est vrai qu'on a tendance à l'entendre un peu partout, c'est ce qu'on joue mais à travers les durations très longues, pour le moment les maturités longues pardon. Pour le moment c'est encore un peu trop tôt de revenir sur une maturité courte, sachant que les banques centrales n'ont pas encore fini. Et oui, c'est pas tout à fait stabilisé. C'est pas fini encore. Voilà, on boucle la discussion avec vous. Merci beaucoup, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Florian Yelpo, responsable de la macro chez Lombard Odier IM, et Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché globaux chez Natixis IM.